Lorsqu'on habite à Saint-Imier mais qu'on travaille sur Bienne, avoir une bonne voiture, ce n'est pas vraiment un luxe. Kevin Weber fait le trajet 2 fois par jour. En août 2017, dans un garage près de Neuchâtel, il trouve enfin ce qu'il cherchait, une jolie petite Audi A1. Bon, elle était blanche, pas jaune comme dans la pub. Un véhicule d'occasion, 60 000 km au compteur, qui coûte quand même 23 000 francs. Qu'importe, Kevin est séduit. Je l'ai essayé, puis ça m'a bien plu, c'était bien... C'est une petite voiture de petit jeune, puis ça allait bien, c'est vraiment ce que je recherchais. Vous auriez pu poser 23 000 francs sur la table et puis partir avec. Oui, mais à l'heure actuelle, qui c'est qui fait encore ce genre de pratique? Beaucoup passent par le leasing. Les avocats de la route. C'est un réseau d'avocats spécialisé dans tout ce qui touche à la voiture. Il a été fondé par un Genevois, maître Jacques Roulet. Ici, le leasing, on connaît bien. Le contrat de leasing, c'est le pire des contrats. Il est énormément employé, mais le droit suisse protège très très mal le consommateur. On a quelques morceaux de la loi sur le crédit à consommation qui règlent des questions de forme, etc. Mais le consommateur n'est pas protégé en droit suisse, et ça, il faut que chacun le sache. Kevin, lui, n'a Dieu que pour son Audi. Le garage lui propose un leasing. Ça s'est passé assez rapidement. Ouais. J'allais l'essayer, et puis le jour même, elle était signée. Alors c'était ça, on a discuté, on s'est posé, on a discuté assez brièvement sur le leasing, comment on voulait faire. Jacques Balma connaît bien les ficelles de la vente puisque des vendeurs, il en forme toute l'année. Argumenter tambour battant, ne pas trop laisser de temps pour lire ou réfléchir. Pour vendre, il faut d'abord susciter de l'émotion. On parle de 90% émotionnel, 10% technique en général dans la vente. Donc on peut avoir quelqu'un qui connaît pas grand-chose au niveau de son produit, mais s'il est très bon au niveau relationnel et puis au niveau émotionnel, justement, du coup, vous pouvez faire vendre un frigo à un esquimau. Pas de frigo pour Kevin Weber, mais une voiture et son leasing. Le leasing, c'est un triangle. Il y a le client, le garage et l'institut de leasing, souvent une banque. Le client signe d'abord un contrat de vente avec le garage, puis un deuxième contrat de leasing avec la banque. En même temps, le garage vend la voiture à la banque qui en devient la vraie et unique propriétaire. Le client du leasing n'a en fait qu'un droit d'usage de la voiture. Dans la réalité, tout se passe à l'intérieur du garage. C'est un seul et même vendeur qui fait signer le premier contrat avec le garage, puis le contrat de leasing avec la banque, et certaines fois, elle propose aussi des contrats d'assurance. Une personne, plusieurs casquettes, un beau mélange. C'est l'exemple du boulanger. Si je vais à la boulangerie, est-ce que vous accepteriez de faire remplir votre déclaration d'impôt par un boulanger? Pas trop, non. Ouais, voilà, c'est la même chose. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a comme formation? Est-ce qu'il est vendeur de voiture? Est-ce qu'il est banquier? Ou est-ce qu'il est assureur? Qu'est-ce qu'il est? Le 19 août 2017, Kevin Weber signe donc un contrat de leasing pour son véhicule. Il s'engage pour 36 mois. Comment ça marche? On commence par verser une grosse somme de départ, généralement quelques milliers de francs. Puis on paye des mensualités fixées à l'avance sur 24, 36 ou 72 mois maximum. Pendant la durée du leasing, le client peut rouler avec le véhicule, mais attention, un certain nombre de kilomètres fixés d'avance. S'il les dépasse, il payera un supplément. En fin de contrat, il reste ce qu'on appelle la valeur résiduelle. C'est un calcul théorique qui exprime la valeur du véhicule en fin de leasing. Comme beaucoup de gens, Kevin était convaincu qu'en payant la valeur résiduelle, il pourrait acquérir son Audi. On a discuté un peu des mensualités que je pouvais mettre. Et puis j'ai dit, moi j'aurais payé beaucoup au début parce que j'ai pas de vie de famille. Et puis après pour avoir une petite valeur résiduelle à la fin. Sur le site de la banque où il a signé son leasing, on peut estimer les mensualités. Pour une Audi à 23 000 francs qui roule 15 000 km par an pendant 3 ans, mensualité estimée 308 francs. Kevin, lui, demande à payer chaque mois 491 francs. À la fin du contrat, il ne lui restera plus que 2 300 francs de valeur résiduelle. Mais en 3 ans, il a fini par débourser une jolie somme.
Il a d'abord payé 5 000 francs de mise de départ, puis 35 fois 491 francs 95. Au total, plus de 22 000 francs, pas loin des 23 000 francs du prix de départ. Un peu avant la fin du leasing, Kevin, qui va bientôt être papa, recontacte le garage qui lui propose d'autres véhicules. Ce qui s'est passé, c'est que il nous a proposé des véhicules, En leasing aussi. en leasing exactement. On allait voir les véhicules qu'il nous a proposés, c'était trop petit ou pas assez. Comme aucune offre ne lui convient, Kevin propose donc de payer la valeur résiduelle de l'Audi. Une fois devenu son légitime propriétaire, il pourra toujours la revendre. J'ai appelé la banque, puis la banque m'a dit c'est OK pour nous, attendez voir juste 2 secondes. Et puis entre-temps, ils ont appelé le garage. Puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, le garage était prioritaire pour acheter le véhicule. Puis c'est là où après, ça a un peu merdouillé. Et oui, c'est écrit en toutes lettres, même si elles sont très petites, dans le contrat de leasing. L'objet du leasing reste la propriété de la banque pendant la durée du leasing et surtout après la fin du contrat. Conséquence, le preneur de leasing doit restituer la voiture à la banque le dernier jour de la durée du leasing. C'est écrit en toutes lettres. Alors ouais, après coup, quand je l'ai lu. Mais moi, on m'en a jamais évoqué. On me l'a jamais évoqué ça. Vous l'avez pas lu au début? Je l'ai pas lu. Parce que moi, j'ai fait confiance en disant j'aurais mettre une valeur basse pour payer bas à la fin. C'est l'un des nombreux pièges du leasing. Kevin pensait dur comme fer pouvoir acheter la voiture. Mais le terme anglais est très clair. Un leasing, C'est une location. Et elle reste une location jusqu'au bout, et à la fin du contrat, il faut rendre le véhicule, sauf si c'est très très clairement marqué dans le contrat qu'on a le droit de racheter le véhicule à la fin. Mais si ça n'est pas marqué, on rend le véhicule comme on rend son appartement à la fin du bail. la mort dans l'âme, Kevin a donc dû rendre sa très chère Audi. J'étais tout perdu parce que je me disais, mais en fait, je viens de payer comme un con. Je sais pas si on peut dire ça comme un con, si c'est vulgaire ou pas. On peut le dire. J'ai payé ça comme un con pour après perdre pas mal d'argent pour un véhicule Que vous avez plus. que j'ai plus, puis un véhicule lambda, quoi. La banque a revendu l'Audi au garage, qu'il a bien sûr revendu à un nouveau client. Kevin, quant à lui, ne l'a pas tout à fait perdu de vue. Il l'a même photographié, garé sur un parking, pas très loin de chez lui. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Alors, si ce téléspectateur a été aussi perdant dans cette affaire, eh bien c'est parce qu'il a payé des mensualités bien plus élevées que ce qui était nécessaire, mais ce n'est pas le seul piège auquel il faut faire attention en matière de leasing. Oh non. Attention par exemple aux offres qui ont l'air très alléchantes. 0% d'intérêt sur un leasing. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le 0% est calculé sur une somme, un prix de vente de la voiture qui est beaucoup plus élevé que le prix auquel le garagiste vend habituellement ses véhicules. Donc même avec 0% d'intérêt, vos mensualités vont être beaucoup plus élevées. Et puis, il y a aussi, en prenant un leasing, vous allez devoir suivre à la lettre tous les frais d'entretien, les visites, les contrôles, etc., les réparations, tout ça, ce sera à votre charge. Et vous pourrez souvent même pas choisir le garage. Le garage est fixé dans le contrat et c'est pas forcément le moins cher. Dernier point, il y a l'assurance. En prenant un leasing, vous êtes obligé d'avoir une casco complète. Et là aussi, ça peut vite chiffrer. Très important également de bien évaluer l'usage qu'on va avoir du véhicule. Oui, normalement, quand vous prenez un leasing, il y a un kilométrage maximum qui est prévu dans le contrat. Attention à bien le respecter. Chaque kilomètre en plus vous sera facturé. Même chose si, pour une raison ou pour une autre, vous voulez annuler ou stopper le leasing. Là aussi, vous allez devoir payer des pénalités et ça peut vite faire beaucoup. Bon, ça ne nous fait pas rêver tout ça. Dans quelles circonstances est-ce que le leasing est une bonne option ? L'avantage d'un leasing, c'est que vous pouvez rouler dans une voiture sans avoir besoin de l'acheter complètement. L'autre avantage, c'est qu'aussi, à chaque leasing, vous pouvez renouveler le véhicule. Donc, vous avez toujours un véhicule neuf et avec une technologie de pointe. Mais ça vaut quand même la peine de réfléchir. En prenant un petit crédit à la banque, par exemple, pour financer votre voiture, non seulement la voiture, elle est tout de suite à vous, hein, vous pouvez la revendre dans 6 mois si vous voulez, mais en plus, c'est déductible des impôts, ce qui n'est pas le cas avec un leasing. Merci beaucoup Malik pour toutes ces explications et très belle soirée à vous. Bonne soirée. Imaginez, vous achetez vos légumes en ligne comme si vous étiez dans le champ de votre producteur préféré. En Chine, la vente directe par Internet s'est envolée avec la crise sanitaire. Antoine Védéier nous raconte ce phénomène tout à fait spectaculaire.
Ces champs à l'est de la Chine sont parmi les plus fertiles du pays. Toute l'année, ici poussent des pommes, des cerises, des prunes. Et en ce moment, c'est la période de la récolte des citrouilles. Regardez mes belles citrouilles, elles sont bio. Cette année, pour les vendre, Madame Xiao n'aura à se soucier de rien. Ces légumes sont encore dans la terre, mais ils sont déjà en train d'être vendus en direct sur Internet. Bienvenue dans ce champ où l'on cueille des citrouilles. N'hésitez pas à passer commande, mes amis. Elles viennent tout juste d'être cueillies dans le champ, elles sont toutes fraîches. Accompagnée de son mari, Zhang Keke va passer 2 heures dans ce champ pour faire la promotion des citrouilles. Elle présente les produits et relaie les questions des internautes. Est-ce que la sécurité alimentaire est bien garantie? Bien sûr, elles sont délicieuses. Et à l'intérieur, elles sont jaunes, comme des jaunes d'œufs. C'est très bon à donner aux enfants. Dans un pays touché par de nombreux scandales alimentaires, les internautes peuvent ainsi tracer les produits. L'agricultrice, elle, fait sauter le réseau d'intermédiaires et s'accorde une bonne publicité. L'Internet chinois regorge de sites et d'applications gratuites pour suivre en direct les ventes. Ce jour-là, 27 000 personnes sont connectées à ce champ de citrouilles. Avant, cette agricultrice pouvait vendre jusqu'à 100 kilos de citrouilles par jour sur le marché. Le nombre de clients était limité. Avec la vente en direct, elle touche plus de monde et elle gagne plus d'argent. On peut vendre jusqu'à 2500 kilos en une journée et parfois plus. Avec l'épidémie, les Chinois désertent les supermarchés. Sans la vente en ligne, Madame Xiao aurait eu bien du mal à écouler sa production. Pendant l'épidémie, mes légumes se sont mal vendus. Les restrictions de circulation étaient très strictes. On ne pouvait pas se déplacer normalement. Mais avec la vente en ligne, c'est plus facile. Et pour ouvrir l'appétit des acheteurs, une séance de dégustation de citrouilles est organisée en direct devant les internautes. La peau est très fine, ce n'est même pas la peine de l'enlever. Elle est moelleuse et c'est délicieux. Ça a pris à peine 15 minutes pour la cuire. Au total, Zhang Keke aura passé plus de 2 heures de direct ininterrompu face à son téléphone. Pour se rémunérer, elle prélève une petite commission sur chacune des transactions. Depuis qu'elle s'est lancée il y a 2 ans, elle a déjà fait la promotion d'une 60aine d'agriculteurs. Les clients du live streaming sont principalement des citadins. Ils ont de la nostalgie pour les saveurs de la campagne, donc ils ont souvent envie d'acheter des produits qui viennent de la terre. Moi, je suis une sorte de pont entre la ville et la campagne. Je me sens un peu comme une entremetteuse. Ce jour-là, Madame Xiao a écoulé 1 tonne de citrouilles. C'est 10 fois plus que lorsqu'elle les vendait sur les marchés. Grâce à un système de livraison ultra développé en Chine, il faudra 3 jours maximum aux clients pour recevoir leurs commandes. Dans le pays, 560 millions d'internautes disent acheter en direct vidéo. La pratique explose. En 1 an, les transactions ont augmenté de 160%. Tous les secteurs économiques s'y mettent. Désormais, on peut acheter en direct en ligne des produits de beauté, des fruits de mer, des téléphones portables, de l'ameublement et même des services pour envoyer des fusées dans l'espace. Aujourd'hui, le gouvernement chinois lui-même soutient le secteur. Il en a fait une priorité pour relancer l'économie ralentie par le coronavirus. Dans le sud du pays, le géant du e-commerce Jingdong organise régulièrement des formations pour convertir les paysans au e-commerce. Bonjour à tous, bonjour mes stagiaires. Aujourd'hui, nous allons analyser les tendances du marché et les perspectives pour la vente en direct. La séance est totalement gratuite. Gouvernement et entreprises privées travaillent main dans la main pour développer au plus vite cette nouvelle révolution numérique. Avec la situation particulière que l'on vit en ce moment, le gouvernement encourage le développement du e-commerce, notamment dans les zones rurales. Il y a aussi beaucoup d'applications qui se mettent à proposer de la vente en direct vidéo. Parmi les élèves, Mo Zheshe. Ses parents sont agriculteurs, ils souffrent de la crise. Il est venu ici chercher une solution à leurs problèmes. De plus en plus de personnes se lancent dans ce domaine. C'est un secteur prometteur. On ne peut pas rester immobile et refuser de faire des progrès.
Après le cours théorique, place à la pratique. Les futurs e-commerçants s'essaient à leur tour à la vente face caméra, aux côtés de vendeurs aguerris. Mojoche est conquis, car l'investissement de départ est dérisoire. Je n'ai pas à investir beaucoup. Il suffit de posséder un téléphone portable et d'acheter une petite lumière. On ne doit vraiment pas dépenser beaucoup d'argent. En plus, l'application est gratuite à utiliser. Si le secteur attire autant de monde dans la Chine des campagnes, c'est aussi parce que parmi les premiers agriculteurs à s'être lancés, certains sont aujourd'hui devenus de véritables stars. Jo Mei est l'une des meilleures ambassadrices de cette nouvelle forme de e-commerce. Elle a commencé il y a 3 ans en vendant en direct les fruits de son verger. Ce sont ces mandarines que j'ai commencé à vendre en vidéo sur Internet. Après ma première vente en ligne, mon chiffre d'affaires a atteint 40 000 francs en une semaine. Désormais, Jo Mei est à la tête d'une entreprise de 30 salariés. Ici, nous avons le service clientèle. À l'étage, nous avons le département du montage vidéo et la comptabilité. La reine des mandarines règne aujourd'hui sur un petit empire. L'an dernier, son chiffre d'affaires a atteint 3 millions de francs. Avant, je pouvais gagner 13 000 francs par an. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai un bureau, un hangar de stockage, une chambre froide. J'ai même pu m'acheter une voiture. L'agricultrice s'est transformée en femme d'affaires et met désormais sa renommée au service d'autres agriculteurs de la région. Ces mangues sont des échantillons. L'agriculteur qui les produit a vu mes vidéos sur Internet et il m'a demandé de vendre ces mangues en faisant de la vente en direct. Donc il m'a envoyé ce carton. Pendant 30 minutes, Jo Mei va assurer la promotion de ces mangues. Ce sont des grosses mangues. Regardez, elle est plus grande que mon visage. Jo Mei assure que grâce à elle, les agriculteurs écoulent leur stock sans difficulté. Les producteurs n'ont quasiment plus de pertes après leur récolte. Je suis moi-même agricultrice. Je sais que c'est dur de cultiver. Avant, les agriculteurs ne connaissaient pas Internet et les possibilités de la vente en direct vidéo. Ils n'avaient que les clients du coin. Maintenant, ils peuvent vendre leurs mangues partout en Chine. Avant, si les acheteurs ne venaient pas, ils perdaient leur production. Pour sortir de la pauvreté, des milliers de petits entrepreneurs se sont lancés dans l'aventure, inspirés par le succès des agriculteurs. Avant que je ne me lance dans la vente en direct sur Internet, j'avais toujours beaucoup de stock dans cette pièce. Les cartons arrivaient à hauteur d'homme. Chen Jiasheng fabrique des nouilles de façon artisanale depuis toujours. Son affaire ne marchait pas très bien, mais il y a 2 ans, il s'est lancé en ligne pour ne pas passer à côté d'un marché en plein essor. La vente en direct vidéo est en train d'exploser. Dans le futur, ceux qui seront vraiment d'excellents vendeurs pourront prétendre à aller loin, mais les autres seront mis hors jeu. C'est en train d'évoluer très vite et ça se professionnalise. Même les grandes entreprises et les PME s'y mettent. Chaque fois que Chen Jiasheng se met en scène sur Internet, 1000 personnes environ assistent à ses ventes. Son chiffre d'affaires s'élève désormais à 500 000 francs chaque année. Une goutte d'eau dans ce marché gigantesque. L'an dernier, le montant des transactions lors des ventes en direct vidéo a atteint 40 milliards de francs. La vente en ligne est-elle aussi l'avenir de l'agriculture suisse? François Janet a posé la question à des producteurs connectés. On les écoute. La vidéo est en train d'exploser. Dans le futur, ceux qui seront vraiment À Cugy, Christelle Jeanneret gère la ruche de la Broye. Elle a ouvert de grands yeux pour regarder le reportage tourné en Chine. Je trouve assez fabuleux la quantité et le volume qu'ils arrivent à vendre au niveau des fruits et légumes en peu de temps, quoi. Je suis assez fascinée. En Suisse romande, on compte 14 ruches. Le principe de l'organisation est simple et pratique. Des producteurs locaux proposent leurs articles que les abonnés trouvent sur Internet. Les clients commandent et payent en ligne avant de venir chercher leur panier une fois par semaine à la ruche. Ce matin de janvier, Christelle fait la tournée de ses producteurs
à commencer par son maraîcher. Bonjour. Je vous pose les caisses, Bernard. Pour nous, c'est une bonne diversification par rapport à aux autres systèmes de vente que l'on a, qui sont le marché ou la vente directe sur place. En hiver, quand les marchés sont un peu plus durs avec les températures négatives, ça nous permet d'écouler nos marchandises sans devoir faire toute une installation dans le froid. Et quel intérêt d'être sur Internet ou sur les réseaux? Visibilité. Simplement une pub dans un journal, vous êtes mort actuellement. Très peu de retours, tandis qu'Internet, on voit avec le nombre de visites qu'il y a sur les sites et autres, quand même un intérêt. Jusqu'à ce que le client fasse la démarche. Ça prend des fois du temps ou un questionnement, mais ça l'amène à plus venir vers nous. Même intérêt chez Claudia Leuthold. Avec le Covid, elle a triplé sa production et le système de la ruche, via les commandes en ligne, s'est révélé particulièrement profitable. Pour moi, en tant que productrice, les clients commandent. Je peux en tout temps aller regarder où en sont les commandes. Donc, je peux vraiment gérer mes stocks d'après ce qui se passe pendant ma semaine. Nous, on s'est intéressés à ce système-là car tout est commandé. Nous avons 0 perte. À défaut de vendre en direct, la ferme d'Arreuse pratique la vente directe. Sur 45 hectares, cette exploitation familiale près de Neuchâtel produit principalement des noix et des pommes de terre, mais les citrouilles et autres cultures maraîchères se sont aussi développées pour trouver une clientèle fidèle. Et les pratiques chinoises ont aussi intéressé le patron des lieux, Quentin Ducommun. Je suis prêt à tester beaucoup de choses. Après, je ne pense pas qu'on aurait la quantité pour honorer tout le monde. Donc, on a notre quantité pour notre marché à la ferme. Je ne pense pas qu'on arriverait à honorer toutes les commandes qui arriveraient des 4 coins de la Suisse. Mais peut-être que si un jour on se rend compte que notre marché à la ferme, où on peut avoir un contact avec la clientèle, c'est plus ce qui intéresse notre clientèle, on devra bien se réinventer et puis peut-être venir là-dessus. Mais nous, on préfère produire et avoir un dialogue avec notre client en face. Distance sociale, télétravail, le Covid pousse les moscovites à quitter la ville avec pour conséquence un marché de la datcha en plein boom. Dans ces maisons d'été rudimentaires, les Russes redécouvrent l'art de vivre mieux avec moins. Elena Voloshin s'est rendue sur place il y a quelques mois. Début d'après-midi en plein centre de Moscou, Denis, régisseur événementiel, sort d'une réunion de travail. Il y a nettement moins de travail que l'an dernier, même s'il fait encore beau et que c'est la saison des événements d'été à Moscou. Il aurait dû y avoir de nombreux festivals musicaux, des concerts, des grandes fêtes d'entreprise. Mais il n'y a rien de tout cela. Du coup, j'ai beaucoup moins de travail. Denis fait partie de ces moscovites qui, sur fond de pandémie, est parti vivre à la datcha. Un trajet d'environ 1h30 l'emmène à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Moscou. Dans un lotissement de datcha en lisière de forêt, sa petite amie et lui se sont façonnés une toute autre vie que celle à la capitale. Lorsque nous sommes arrivés ici en avril avec Léra, on avait de l'herbe jusqu'à la taille. Elle était jaune, il y en avait beaucoup. Tout le terrain était envahi par les hautes herbes, qui n'avaient pas été taillées depuis 2-3 ans. Le premier mois, du matin au soir, on ne faisait que faucher de l'herbe. Dans cette datcha familiale, abandonnée depuis le décès des parents de Léra, Denis et elle se sont découvert une nouvelle passion, la restauration de vieux meubles de récup. Cette maison a été construite par mon père il y a 25 ans. Ici, il y a 3 chambres. Ici, c'est la chambre où l'on dort. C'est un lit égyptien antique avec des ornements. Nous avons fabriqué la tringle nous-mêmes et j'ai cousu les rideaux. Le confinement, c'est ce qui m'a convaincu que nous avons vraiment besoin de la datcha et que nous ne pouvons pas vivre sans elle. Et ils ne sont pas les seuls. Dans le voisinage, nombreux sont ceux qui ont trouvé refuge à la datcha. Voilà Alexei, c'est notre voisin. Son portail est toujours ouvert pour nous, on peut venir chez lui n'importe quand. Pour déjeuner, boire une petite bière.
ou un petit samogon. Le samogon, une tradition russe. Mon grand-père en faisait, mon père en faisait, moi aussi j'en fais. Un alcool à 65 degrés, distillé maison. Je l'ai fait à base de baies. On en a ramassé dans la forêt tout l'été pendant le confinement. Je suis au volant, alors je ne bois pas. De quoi faire passer les affres de la pandémie. Juriste, en télétravail, Alexei s'est lui aussi installé à la datcha en avril, lorsque le confinement a été décrété à Moscou. Et il peut désormais s'adonner à ses nombreuses passions. C'est un rebord sportif. Il doit y avoir de chouettes sièges ici, non? Ouais, je vais leur taper, c'est mon plan pour l'été prochain. Chacun s'est souvenu de ses passions, de ce qu'il voulait vraiment et de ce qu'était le sens de la vie et de la joie de vivre. Quand tu vis en plein centre de Moscou, tu crois que ton revenu minimum vital est de 100 000 roubles. Tu crois que tu dois boire un café ici, manger un croissant là ou prendre un verre de vin avec tes amis ici ou là. Mais à la datcha, j'ai compris que je n'avais pas besoin de grand-chose dans la vie. Il me faut peu pour être heureux. Traditionnellement, des maisons de repos estivales, érigées à l'époque soviétique sur des terrains distribués par le Parti communiste pour y cultiver la terre, ou construites après, pour les vacances en famille, les dachas n'ont souvent pas de chauffage. Alors, pour affronter le rude hiver russe, elles nécessitent quelques transformations. Il reste à poser les barres sur la longueur, à les souder. Oui, on soude et on met le polycarbonate. On se prépare pour l'hiver. On construit un auvent pour abriter notre voiture de la neige et de la pluie. L'an dernier, Alexandre et Tatiana ont construit une maison à colombage mitoyenne à leur datcha d'été, et ça tombe bien. C'était impossible de vivre dans la vieille maison, car il n'y avait pas de douche ni de toilette. Il n'y avait pas de canalisation. Mais maintenant, nous avons la civilisation. Nous pouvons vivre ici toute l'année, été comme hiver. Dès fin mars, Alexandre et Tatiana se sont confinés à la datcha, prêts à affronter la pandémie. Ici, c'est un ticket de caisse. Au tout début du coronavirus, lorsque nous sommes arrivés ici, nous avons acheté beaucoup de produits. C'est notre plus gros ticket de caisse. Nous avons dépensé 31 000 roubles. C'était pour avoir des réserves, car si ça se trouve, on n'aurait pas pu sortir ni acheter quoi que ce soit. Mais une partie de leurs réserves n'a pas de prix. Ça, c'est de la confiture de poire. Ça de framboise, ça de fraise. Ici, c'est un alcool aux cerises macérées. Tout ça est fait avec les fruits de notre jardin. Et ici, nous avons des préparations salées et des confitures de légumes. Je n'avais jamais fait de confiture auparavant, j'avais juste essayé l'an dernier. Mais cette année, ça a très bien marché. Cultiver sa terre, conserver ses produits pour l'hiver. Un retour aux traditions, très en vogue. Autour de Moscou, les terrains et les dachas clés en main se vendent comme des petits pains. Cette maison-ci vient juste d'être vendue. On doit construire à toute vitesse. Celle-là aussi et celle derrière. Là-bas aussi, la maison 5A, celle qui fait l'angle. Yevgenia est responsable des ventes chez un promoteur immobilier. Dans ce village à bâtir de 30 hectares, 20 dachas ont été vendus rien que cet été. En ce moment, la pandémie a retourné la conscience des gens. Leur volonté de posséder un bien immobilier en dehors de la ville est tellement forte qu'ils ont oublié leur peur et les risques d'un achat précipité. Tout le monde nous demande de construire le plus vite possible. Yevgenia nous emmène à une vingtaine de kilomètres, dans cet autre lotissement appartenant au même promoteur. Ici, une forêt encore vierge a tout été vendue en l'espace d'un mois. À notre droite, vous voyez des terrains, et à notre gauche également. Ces terrains n'ont même pas encore été délimités, mais ils ont déjà tous été vendus. Sans doute est-ce la peur de rester enfermé dans son appartement, la peur de ne pas acquérir un bon terrain à temps, car tout le monde s'arrache les biens immobiliers hors de la ville. On peut faire un beau linteau, là. Oui, le fronton a un style moderne. Fyodor, lui, a acheté une datcha de 1940.
photographe, passionné par les dachas d'après la Révolution. Ici, chaque objet, c'est l'histoire. Ça me rend dingue, je suis fan. Avec son ami Mikhail, restaurateur du patrimoine, il veut redonner vie à cette maison ayant appartenu au secrétaire du dirigeant soviétique Mikhail Kalinin. Dans les années 90, les gens détruisaient ce genre de choses. Ils estimaient que ces vestiges du passé soviétique étaient bons pour la poubelle. Mais en ce moment, il y a un retournement et les gens se disent « Waouh, c'est du verre, c'est du bois. Regardez cet interrupteur. » Si Fyodor a acheté cette dacha, c'est pour son passé, mais aussi pour l'avenir. Nous avions un peu d'argent et il fallait l'investir. Mes parents craignaient que cet argent ne parte en fumée à cause du confinement et de la situation économique. Je ne renie pas l'idée de voyager, j'aime bien, mais on ne doit pas forcément se fuir soi-même, alors que les choses les plus intéressantes, on les trouve souvent chez soi. Revenir aux sources, redécouvrir son histoire. Dans un pays qui a vécu sous le joug soviétique, les frontières fermées et la limitation des libertés ont des relents amers. Dans ce contexte, la dacha redevient comme jadis un refuge. En Suisse, pas de dacha dans lesquelles se réfugier, mais la crise influence tout de même notre manière d'habiter. On en parle avec vous, Hervé Froidevaux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur roman du cabinet Wüst Partner, cabinet spécialisé dans l'immobilier. Ce gain d'intérêt pour la campagne, pour la montagne, est-ce qu'on l'observe aussi en Suisse ? On l'observe en Suisse. Je crois que chaque personne qui a vécu un confinement s'est posé des questions sur son logement. Et puis, les interrogations se dirigent assez souvent en direction de villes plus petites et même de la campagne et des stations. Alors, un chiffre assez frappant au niveau des recherches sur Internet, la recherche de maisons individuelles en station, elle a bondi de 59% en 2020. Est-ce que ça vous a surpris ? Ça nous a surpris parce que c'est un marché qui était un peu difficile. Il y avait beaucoup d'objets qui étaient offerts dans les annonces et puis la demande était un peu limitée. Et puis on a vu beaucoup de gens qui s'intéressaient tout à coup aux stations. Beaucoup de gens aussi qui sont partis en vacances à la montagne, qui ont redécouvert ces lieux. Et puis qui se rendent compte qu'avec le télétravail, ils peuvent peut-être habiter, en tout cas à temps partiel, dans des endroits un peu plus éloignés. Et en station, est-ce qu'on voit une augmentation des loyers ? Alors en station, on voit une augmentation des prix, effectivement. Et puis peut-être que ça va ralentir un peu la diminution des loyers qu'on observe ces derniers temps dans des petites et moyennes villes où il y avait quand même une certaine pression avec les vacants, les logements vacants qui augmentaient ces derniers temps. D'après votre cabinet, 73% des employés souhaiteraient à terme faire plus de télétravail qu'avant le Covid. Est-ce que ça veut dire que les gens cherchent des logements avec une pièce en plus ? Alors non seulement les gens beaucoup d'entre eux souhaitent faire davantage de télétravail, mais les entreprises ont aussi déclaré qu'elles sont prêtes à les laisser faire davantage de télétravail. Donc c'est un phénomène qui va se poursuivre après le Covid. Et puis effectivement, si les gens doivent faire moins souvent des trajets, peut-être qu'ils seront un peu plus longs. Et ils iront chercher des appartements, des maisons un peu au-delà du périmètre qu'ils choisissaient jusqu'à présent. Et puis au niveau des objets aussi, est-ce qu'on se cherche une pièce en plus, par exemple, pour installer un petit bureau, pour pouvoir télétravailler de manière confortable ? Alors effectivement, si vous devez travailler à la maison, puis que vous avez un grand loft avec 5 enfants, c'est parfois un peu compliqué. Donc souvent, les gens demandent d'avoir un espace fermé, qui soit donc fermé acoustiquement et puis aussi au niveau des plans, de manière à ce qu'ils puissent travailler de manière plus efficace depuis la maison. Ça veut dire pas forcément des appartements qui sont plus grands en termes de mètres carrés, mais souvent avec une pièce en plus. Merci beaucoup Hervé Froidevaux et très belle soirée à vous du côté de Neuchâtel. Merci, bonne soirée à vous. Les livraisons de repas, une nouvelle habitude de nos vies confinées. À Madrid, des entreprises de restauration misent sur des menus sains et des produits frais. Les Espagnols adorent. Le reportage de Marie Bolinches. Avec la crise sanitaire, Madrid a des airs de ville fantôme. Vidée de ses habitants, la capitale espagnole est le théâtre d'une révolution à 2 roues. Scooters, vélos,
des milliers de livreurs apportent leurs repas à des Madrilènes reclus chez eux, en télétravail. Mais aujourd'hui, la tendance ne se limite plus au midi. Bonsoir, Manuel Manrique. Chaque lundi, Manuel Manrique reçoit ses repas du soir pour toute la semaine. Des plats dignes d'un restaurant. Poulet aux pommes, noix de cajou et purée de pommes de terre, curry vert de bœuf avec son riz basmati, boulettes de poulet au fromage de chèvre, noix et riz. Conditionné en portions individuelles. Le nom des plats est imposant. Désormais, dans la famille Manrique, Qui a commandé le poulet au miel? Je crois que c'est Irène. la préparation est ultra rapide. Deux minutes au micro-ondes et le tour est joué. Tu es une vraie cuisinière, une chef. Maintenant, c'est facile. Allez, bon appétit. Pour Eva, ne plus avoir à cuisiner chaque soir est un soulagement. Normalement, dans les familles espagnoles, c'est la mère qui cuisine. Mais aujourd'hui, les femmes travaillent. Alors on achète de plus en plus de repas tout prêts, comme ça. Parce que quand on travaille à l'extérieur, rentrer le soir et préparer le repas, ça peut être un casse-tête. Fini aussi les files d'attente à la caisse du supermarché. La famille fait ses emplettes depuis son canapé. On va passer la commande pour la semaine prochaine. Je vais sur le site internet. Moi, j'adore commander leurs pâtes, les linguini. Ils ont du poisson cette semaine? Oui, sûrement, ils en ont toujours. Un plat coûte 7 francs. La famille dépense en moyenne 70 francs par semaine. Ça y est, on a tous nos repas. Donc je dirais que c'est un bon investissement. La famille Manrique a une préférence pour les grands classiques de la cuisine espagnole. Sur le site internet, paella, poivrons farcis, boulettes de viande à l'escabèche sont vendues comme du fait maison. Mais comment sont fabriqués ces plats? Nous avons remonté la piste. Dans la banlieue de Madrid, un entrepôt discret et un balai de livreurs. Bonjour, je vous laisse ça ici? Carlos Pompey est le directeur de BO. Il vérifie personnellement la marchandise. Que des produits frais. Voilà les carottes. Ce ne sont que des produits espagnols. Certains sont bio, d'autres non, mais on essaie que la majorité le soit. Oui, laissez ça ici. Ok, les champignons, les oignons nouveaux, les pommes de terre. C'est une nouvelle semaine, on attaque avec une nouvelle recette et elle me tient particulièrement à cœur. Carlos travaille avec 3 cuisiniers, mais il est à l'origine de tous les plats de la carte. Il a un objectif, s'inviter dans le menu quotidien des Espagnols. On a des recettes qui se vendent plus, nos plats vedettes, mais si on les met en vente plus de 4 fois dans l'année, elles ne plaisent plus autant. Ce que nos clients veulent avant tout, c'est de la diversité dans les plats. Aujourd'hui, on va préparer des boulettes en escabèche. L'escabèche est une sauce typiquement espagnole. Alberto respecte la recette à la lettre, à un détail près. Il faut trouver le bon équilibre à la cuisson parce qu'il faut prendre en compte le fait que le plat va continuer à cuire chez le client. Pour le riz, par exemple, on a fait des tests pour adapter le temps de cuisson et la quantité de bouillon. Le riz va finir de cuire dans le micro-ondes du client. L'escabèche accompagne boulettes de poulet et pommes de terre. Une pincée de persil apporte une touche de couleur. Les barquettes passent ensuite par cette machine. Cette machine remplace l'oxygène par du nitrogène. Ça permet une meilleure conservation. Ce plat, par exemple, peut se garder jusqu'à 3 semaines au réfrigérateur. Chaque semaine,
4000 plats comme celui-ci sortent des fourneaux. Depuis le confinement, Carlos a vu le nombre de commandes exploser. Regardez, sur ce graphique, on voit que les visites sur notre site bondissent à partir du 15 mars et jusqu'au mois d'août. Depuis 2 semaines, nos ventes progressent de 15% et j'espère que la tendance va se maintenir. Et Carlos n'est pas le seul entrepreneur à succès. Les petites boîtes noires sont parties à la conquête des palais espagnols. Ce juteux business pesait 23 millions de francs l'an dernier. Mais il aurait bondi de 60% cette année avec la pandémie. Toujours plus pressés, les Espagnols cuisinent donc de moins en moins, au risque de manger trop gras ou trop salé. Pour limiter les risques, Carlos a opté pour des menus cuisinés et diététiques. Bonjour Cynthia, comment ça va? Je viens chercher mon menu de la semaine. Cynthia est diététicienne. Cette semaine, j'aimerais bien prendre de la soupe de potiron en entrée. Elle élabore un menu personnalisé en fonction des objectifs de ses clients. Bon alors, ça va être un déjeuner équilibré. J'ai inclus des légumes, des légumineuses, de la viande et du poisson. Ça va être un menu complet. Carlos se nourrit chez Menu Diet pour 45 francs par semaine. J'ai la garantie de manger sain et équilibré. Je ne cuisine pas, mais c'est aussi bon que du fait maison. Et en plus, c'est diététique. Bon comme du fait maison. Sain et équilibré. Nous avons voulu vérifier la véracité de ces arguments marketing auprès de la plus grande association de consommateurs espagnols, OCEU. Leurs experts ont testé 6 offres présentes sur le marché. Et le constat est positif. Il n'y a pas de conservateur et ils indiquent la date de péremption. Ça veut dire que c'est un produit frais et sain. Pour nous, c'est l'alternative parfaite aux produits ultra transformés et au fast-food, parce que c'est beaucoup plus sain. Loin d'une mode passagère, les barquettes se sont installées dans les habitudes alimentaires des Espagnols. Chez BOBO, c'est jour de livraison. Et Carlos est satisfait des ventes de la semaine. En 1 an et demi, on a multiplié par 10 nos ventes. Vous vous rendez compte? Alors on espère que ça va durer. Et on pense continuer à ce rythme sans avoir trop d'efforts à faire. De toute façon, on ne demande pas plus. Ce serait trop compliqué de supporter une croissance de 20 à 25% par mois. Les recettes de Carlos ont conquis les estomacs de milliers de clients. Son entreprise vend désormais ses repas dans toute l'Espagne.